On entend les professionnels du sport qui disent: «Mais moi je veux pas un passionné, je veux un professionnel». J'ai toujours l'image et je trouvais ça super maladroit parce qu'il l'a fait dans le mauvais club, mais de l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui disait: «Bah moi à l'Olympique de Marseille, j'ai trop de passionnés». L'idée était là, bien qu'elle était maladroite dans la manière de l'exprimer, c'est qu'on cherche avant tout des personnes compétentes, qui ont des compétences métiers, qui ont des connaissances marché. Est-ce que la passion est synonyme de compétence? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Goergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Cette semaine, le sujet traité concerne la formation et le recrutement. Pour en parler, nous accueillons Cédric Arès, qui travaille pour une école sport business comme il existe un bon nombre maintenant sur le territoire. Dans le cadre de son métier, il a pour mission principale de développer les opportunités et de connecter les besoins des professionnels du secteur avec la formation des étudiants et donc les futurs professionnels. Ensemble, on évoque notamment la multiplication de ces écoles étiquetées sport business, les risques et opportunités que cela peut créer, l'héritage professionnel que les grands événements sportifs à venir peuvent laisser percevoir pour tous les futurs professionnels du sport, et l'incohérence entre la tendance des clubs à vouloir recruter des profils plus généralistes, mais qui ne sont pas toujours bien perçus lorsque les candidats n'affichent pas la passion pour le sport dans leur candidature. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Cédric, je suis très content de te recevoir dans ce podcast. Comment vas-tu? Bah, écoute, très bien Mathieu, c'est un plaisir d'y participer et de te voir à nouveau. C'est un plaisir pour moi également. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour qu'ils comprennent qui tu es et le contexte dans lequel tu évolues? Alors du coup, Cédric Arès, chargé de relations entreprises au sein de PPA Sport. Moi, l'univers du sport, c'est vraiment mon domaine de prédilection, tant par la pratique durant de nombreuses années que par mes expériences professionnelles, que ma formation. Et l'idée aujourd'hui, dans mon métier actuel, c'est de pouvoir retransmettre cette passion auprès des étudiants afin de leur apporter une connaissance métier, une connaissance marché et de les accompagner, de les guider dans la construction de leur projet professionnel qui commence bien souvent par la recherche d'alternance. Ça fait à peu près combien de temps que tu évolues dans ce secteur des écoles du sport business? Alors, on va dire 10 ans si je compte ma formation, dans la mesure où j'ai été formé dans cet univers-là. Je travaille dans l'univers du sport depuis plus de 10 ans. Et donc, sur cette expérience-là, j'ai pratiquement 6-7 ans dans l'univers de la formation et plus spécifiquement dans l'univers de la formation, dans l'univers du sport. Alors justement, la formation, ça va être le gros sujet qu'on aborde ensemble. J'étais intéressé d'avoir ton retour pour pas mal de questions qu'on se pose, qui sont d'actualité, et notamment sur des sujets qu'on a abordés ensemble sur une précédente rencontre. Tu l'as dit, aujourd'hui, tu travailles pour l'école PPA. Est-ce que tu peux nous dire davantage ce que tu fais dans cette école? Alors, PPA, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça fait partie d'un réseau d'écoles supérieures qui s'appelle le réseau GES Éductive, qui a différentes écoles, donc dans l'informatique, dans la comptabilité, dans la mode, dans le design, etc. Et parmi ces écoles, on a PPA, qui est un petit peu le navire de guerre, hein, avec près de 4000 étudiants sur Paris, qui a la spécificité d'être en alternance et de former à toutes les fonctions support, que ce soit communication, RH, marketing, achat, etc. Et la filière sport a toujours été une filière historique, une spécialisation, c'est-à-dire qu'on allait choisir du marketing et une spécialisation sport, là où depuis maintenant 3 ans, bientôt, c'est une école à part entière, c'est une école dans l'école, c'est-à-dire que l'on forme tous les futurs professionnels du secteur du sport sur des fonctions marketing, communication, événementielle, avec la spécificité justement d'être en alternance de la première à la 5e année. Et mon rôle, moi, au travers cette école, c'est d'aider les étudiants dans leur recherche d'alternance, les accompagner dans leur construction de projets professionnels et ainsi leur permettre d'atteindre ces objectifs au travers tout l'accompagnement que l'on va mettre en place, qui est un accompagnement qui se fait auprès des étudiants, mais également des entreprises qui recherchent leurs collaborateurs ou leurs collaboratrices en alternance. Alors derrière toi, on voit un kakémono sur lequel on voit le logo de l'école PPA et aussi le logo de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Récemment, l'école est devenue supporter officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023, donc un partenariat qui a été signé avec le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui aura lieu, on le rappelle, en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Quelle est la nature de ce partenariat entre vous et l'organisation de la Coupe du Monde?
Alors, ce partenariat fait partie de toute une stratégie que l'on met en place pour s'implanter dans l'univers du sport et qui nous permet surtout de faire vivre de l'expérience. On ne parle pas encore de fan expérience, mais on pourrait parler de student experience, qui va permettre à nos étudiants de travailler sur des missions dans le secteur du sport. Donc l'exemple de la Coupe du Monde de rugby est un parfait exemple. On était déjà implanté sur notamment l'Inextenso Super 7, où on était là aussi partenaire de cet événement et où nos étudiants travaillaient notamment en mode projet tout au long de l'année sur la mise en place d'activation notamment de ce partenariat. On a eu plaisir à être sur les différents lieux du Super 7 et notamment à la Défense Arena où nos étudiants ont eu à mettre en place des animations pour ce partenariat directement en lien avec le public, que ce soit sur la partie fan expérience, mais aussi sur la partie sportive, sur la partie hospitalité. Et donc la Coupe du Monde de rugby et ce partenariat s'inscrit clairement dans cette démarche-là. C'est un partenaire qui a vocation à alimenter nos étudiants sur des projets, sur d'éventuelles embauches, sur des alternances et actuellement on forme également en parallèle 90 apprentis sur le poste de responsable de site sur toute la France en lien avec justement le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Et tu parlais de student experience, mais la finalité de tout ça, c'est que ces étudiants travaillent aussi sur des sujets connectés ou proches de l'expérience spectateur au final. Tout à fait, ouais. Du fait qu'on soit en alternance, au final, chez PPA et chez PPA Sport, on a besoin que nos étudiants soient dans une dynamique de projet quand ils viennent en cours, parce que c'est toujours compliqué de revenir en cours quand on est en entreprise. Et l'idée, c'est très clairement de travailler en mode projet, c'est-à-dire aller travailler sur des choses concrètes, pouvoir travailler directement pour des marques et les mettre en application dans le cadre de leurs cours. Le but, c'est pas simplement d'apprendre, mais c'est d'apprendre en appliquant et au profit d'une entreprise, d'une marque ou d'une organisation dans le secteur du sport, puisqu'il n'y a rien de mieux pour un étudiant de voir la finalité de son projet et de voir ce projet naître. Dernièrement, par exemple, on a eu le cas avec trophée WTA Lagardère, sur lequel nos étudiants étaient présents sur une semaine et ont travaillé en amont justement sur la mise en place de ce partenariat, mais également sur leur mission opérationnelle le jour J. Les partenariats, tu l'as dit, ça permet aux étudiants de travailler concrètement sur des vrais sujets. Et l'idée, c'est qu'à la fin de leurs études, ils puissent avoir une expérience suffisamment forte à valoriser lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Quels sont aujourd'hui les partenariats que tu constates? Quelle est la forme de ces partenariats entre les écoles du sport business et les organisateurs d'événements? C'est assez fréquent. Moi, de mon expérience, je suis sorti d'une école de sport business et effectivement, c'était déjà le cas. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta vision d'ensemble par rapport à ces deals qui se font entre des écoles et des acteurs de l'événementiel sportif? La notion de partenariat, pour moi, dans le sport, c'est toujours quelque chose que j'ai mis entre guillemets, parce qu'on sait très bien que dans le sport, un partenaire, il y a un aspect financier aussi, et donc c'est pour ça que c'est un terme qui, des fois, peut paraître biaisé, mais pour moi, la notion de partenaire, au sens large du terme, comme on peut l'appliquer dans les écoles de commerce, c'est vraiment de trouver une relation donnant-donnant sur laquelle, eh bien, les écoles pourraient apporter aux entreprises, et les entreprises pourraient apporter aux étudiants, parce que c'est la finalité bien évidemment d'une formation, c'est d'apporter du contenu, des projets qui permettent aux étudiants de favoriser leur embauche derrière. Donc voilà, ça c'est la base de ces partenariats. Et derrière, l'idée c'est très clairement que l'école puisse apporter à l'entreprise. Donc il y a différentes manières, puisqu'aujourd'hui quand on est étudiant et quand on est nombreux, c'est une force aussi pour pouvoir permettre à nos étudiants d'aller appliquer des choses que les entreprises n'ont pas toujours le temps de faire, d'être aussi bien sur l'aspect opérationnel, sur des missions bénévoles, parce que bien évidemment ça passe par là, que de travailler sur des projets plus stratégiques derrière, que ce soit des études de marché, de la veille, voir ce qui se fait justement sur le marché, de proposer et de mettre en application derrière. Donc pour moi, l'objectif d'un partenariat dans les écoles de commerce avec des entités du secteur du sport, c'est potentiellement apporter quelque chose à l'entreprise qu'elle n'aurait pas le temps de gérer au quotidien, ou alors qu'elle souhaite mais qu'elle ne sait pas comment faire, et c'est d'arriver en soutien, et c'est de travailler justement avec la pédagogie, les étudiants, les différents acteurs de l'école, que ce soit la direction ou la partie relations entreprises, afin d'arriver à une finalité.
le sens d'un partenariat, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure aussi sur la fin d'expérience, c'est vraiment de le faire durer tout au long de l'année. C'est pas juste de faire un one-shot, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation qui dure, que ce soit sur la partie recrutement, que ce soit sur la partie pédagogique, que ce soit sur la partie opérationnelle et soir de match par exemple, et c'est de faire vivre le partenariat tout au long de l'année. Et comment les étudiants réagissent? Je me souviens de ma propre expérience. On avait donc des opérations de bénévolat réalisées sur des grands événements sportifs, par exemple à Paris. Et je me souviens avoir entendu certains de mes camarades étudiants rechigner à l'idée de réaliser du bénévolat dans le cadre de leur formation. Mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est essentiel de pouvoir se former en faisant du bénévolat, notamment dans le cadre de ses études, en plus si on est sur du sport business. Comment les étudiants aujourd'hui réagissent par rapport au fait que voilà, on les envoie au sein des structures professionnelles ou pas pour aller travailler sur des sujets concrets sous forme de bénévolat, puisque c'est le cas? Ouais. Moi, j'ai envie de dire, l'essence même du bénévolat, c'est le bénévolat. C'est-à-dire que ça doit venir de l'étudiant. Nous, l'idée que l'on a, en tout cas au sein de PPA Sport, c'est de faire comprendre justement la valeur et le sens du bénévolat afin de lui permettre derrière d'atteindre son objectif professionnel. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ce discours, cette pédagogie vis-à-vis de l'étudiant et que l'étudiant y va de lui-même, il va vivre une expérience, il va comprendre l'intérêt et il va le faire et il ne va pas y aller à reculons. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de faire comprendre le sens de cette mission, de faire comprendre à l'étudiant pourquoi il le fait et que derrière l'étudiant le fasse de lui-même. Parce qu'aussi bien pour l'étudiant que pour les entreprises, il n'y a rien de pire qu'une expérience qui serait faite à contre-cœur. Dans ce cas-là, effectivement, autant ne pas le faire parce que ce serait en l'occurrence ici contre-productif aussi bien pour l'étudiant que pour l'entreprise. Donc vraiment, c'est faire en sorte que les étudiants comprennent l'importance de ça et y aillent derrière par eux-mêmes et le valorisent derrière surtout. C'est ça qui est important, c'est de le valoriser sur son CV comme expérience et de pouvoir apporter vraiment un apport en termes de compétences, d'expérience que derrière l'étudiant pourrait mettre au profit des entreprises. Donc effectivement, je te rejoins, c'est essentiel. Vous souhaitez travailler dans l'événementiel du sport, si vous n'avez pas connu le terrain et si vous ne savez pas comment ça se passe sur le terrain, eh bien, ça va être compliqué derrière de faire comprendre à vos équipes qu'il faut faire telle et telle chose si vous-même, vous n'avez pas eu cette expérience-là. Donc tu l'as dit, pour réussir ses études aujourd'hui au sport business, on reviendra, j'ai une question justement là-dessus, mais il faut être proactif et le bénévolat notamment fait partie de cette proactivité. Oui, totalement. Aujourd'hui, tout à l'heure, la proactivité, c'est l'une des principales qualités qui est demandée à chaque fois par les entreprises. N'ayez pas peur de faire, n'ayez même pas peur de vous tromper, d'accord? Ça fait partie des valeurs d'un autre partenaire tel que Decathlon. Il vaut mieux faire et se tromper plutôt que de ne pas faire, puisque en l'occurrence, c'est de l'expérience et ça permet justement de valoriser des missions que l'on pourrait derrière apporter en termes de compétences auprès des entreprises. N'oublions pas que nous, par exemple, on a des étudiants qui sortent du bac, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui doivent aller trouver une alternance. La plupart, et sont tous dans la même situation, ont eu leur stage de troisième et il n'y a rien qui les distingue par rapport à d'autres. Aussi, il y a leur investissement associatif qui est très important aussi dans le sport, puisque la base du sport en France, c'est l'associatif. Et qui dit associatif, je dis généralement bénévolat. Et quand on propose aujourd'hui des expériences à des étudiants bénévoles qui sortent du bac et qui se disent « Waouh, j'ai la possibilité de travailler pour telle et telle entreprise et derrière, je vais pouvoir le mettre sur mon CV », bah, très clairement, pour des étudiants de première année, c'est top parce que c'est une super expérience. Après, aux étudiants, au fur et à mesure de leur accomplissement professionnel, de gaper sur les missions qu'ils vont pouvoir faire. Effectivement, je peux comprendre que des fois, c'est compliqué pour un étudiant qui a déjà 4 ans d'expérience de se retrouver sur le terrain, sur des missions d'orientation, sur un événement sportif ou autre. Donc à lui d'aller chercher l'événement, le projet qui correspond à son objectif professionnel afin que ça lui apporte quelque chose derrière. Dans le cadre de nos échanges, dans les interviews ou même lorsqu'on rencontre des personnes sur notre secteur d'activité avec Funstriker, il y a un sujet qui vient régulièrement, c'est justement les écoles du sport business et la formation, et c'est aussi la démultiplication d'écoles de commerce du sport ou avec une filière sport business. J'en compte déjà 8 sans l'université. Est-ce que selon toi, les écoles étiquetées sport business sont-elles si différentes les unes des autres ? Alors, aujourd'hui, en tout cas, il y a un aspect positif, c'est que s'il y a autant d'écoles qui ouvrent, c'est-à-dire qu'il y a un besoin.
d'accord? Il y a un besoin des professionnels, il y a une demande aussi des étudiants de se former dans un univers qui leur plaît. Et c'est vrai que je vais pas dire que je suis d'une ancienne génération, mais on va dire que je suis à un niveau intermédiaire, on se rend compte que les étudiants ont besoin de donner un sens à leur métier, à leur avenir. Et c'est vrai que pour eux, pouvoir le faire dans un univers de passion, c'est quelque chose qui est plaisant et vers lequel les étudiants se portent. Maintenant, chaque formation a sa spécificité, d'accord, bien que les formations restent plus ou moins les mêmes en termes de contenu pédagogique. D'accord. C'est dur pour un étudiant, c'est dur pour les parents. Je crois que je vais précéder d'éventuelles questions qui vont arriver derrière. Mais aujourd'hui, c'est dur de se dire mais vers quelle école je vais m'orienter quand il y en a autant. Mais au final, c'est un phénomène que l'on retrouve dans l'univers de la formation au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on a plein d'écoles de commerce, même généralistes, et qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Donc le choix va se faire aussi par rapport à sa personnalité. Est-ce que je suis fait ou non, par exemple, pour faire de l'alternance par rapport au projet de l'étudiant. Des fois, même, ça peut être des choix qui sont subjectifs, la proximité géographique ou autre. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multiplication de choix et je comprends aussi la difficulté pour des étudiants de se dire mais qu'est-ce qui va faire que je vais aller plus dans telle ou dans telle formation, très clairement. Est-ce que c'est pas dangereux à terme, dans le sens où je pense que Horizon Paris 2024 avec les Jeux Olympiques est un indicateur très fort pour le sport et tous les métiers qui sont rattachés à ces événements sportifs. Mais le fait de voir davantage d'écoles se créer, davantage de profils sortir de ces écoles, euh, après tous ces événements, est-ce qu'il n'y a pas une dangerosité à savoir que tous ces étudiants-là devront trouver autre chose et peut-être que le secteur du sport ne sera pas aussi étoffé qu'il l'est actuellement ou du moins à horizon 3-4 ans. Euh, et est-ce qu'on ne pourrait pas voir venir une potentielle voie de garage sur toutes ces écoles du sport business qui sont aujourd'hui existantes? Alors, effectivement, c'est un risque et il est important, je pense, déjà de... Je pense que les écoles doivent apporter aussi à l'univers du sport. Elles doivent permettre aussi aux acteurs du sport de se changer, d'évoluer. Souvent, quand on est dans l'univers du sport, et tu ne me diras pas le contraire, on parle souvent d'héritage. D'accord? C'est vrai que si la finalité de Paris 2024, c'est Paris 2024, ça va être un échec à la fois pour l'univers du sport au sens large du terme, mais également pour l'ensemble de ses étudiants, puisque si c'est juste pour faire l'événement et derrière rien du tout, très clairement, ce sera un échec. Ce qu'il y a d'important de tout ça, pour moi, c'est vraiment quelles sont les compétences que vous allez développer. Que ce soit dans l'univers du sport ou dans un autre univers, l'expérience que vous allez avoir va vous permettre d'acquérir de l'expérience, que ce soit en marketing, en communication, en événementiel ou autre. Et cette expérience, au final, vous pouvez la dupliquer dans différents secteurs d'activité. Nous, au sein de PPA Sport, on a pour parti pris d'avoir un diplôme qui est généraliste, qui est de responsable projet marketing et communication, ou alors de manager des stratégies de marketing et communication, et qui ne soit pas uniquement affilié sport. Parce qu'effectivement, c'est une crainte que peuvent avoir les étudiants, mais surtout les parents, sur l'avenir de leurs enfants, sur l'avenir de leurs projets professionnels. Et aujourd'hui, l'important, c'est avant tout de développer des compétences que vous pouvez derrière appliquer dans n'importe quel secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et il faut voir au-delà du marché dans lequel on va. C'est quelle expérience professionnelle, quelles compétences j'ai eues et que je pourrais valoriser derrière dans n'importe quel univers soit-il, bien que la finalité de base, c'est de travailler dans l'univers du sport, mais aujourd'hui les débouchés sont nombreuses, sont amenés à se développer. On est sur un marché jeune qui se professionnalise. Je pense que quand toi tu étais étudiant, tu n'avais pas encore ce marché qui se développait autant. C'était encore pire à mon époque aussi. Et on voit plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles startups qui arrivent parce que le sport est en train de se professionnaliser. Et la meilleure des choses qu'on puisse espérer, c'est que Paris 2024 laisse un héritage et puisse enfin lancer le marché du sport, sa professionnalisation et donc permettre à tous ces étudiants derrière de s'intégrer sur leur domaine de passion. Après une question assez pessimiste, c'est vrai, je dois te l'accorder, revenons sur un peu plus d'optimisme et notamment sur une vision intéressante sur laquelle on a réfléchi en préparant cet épisode. C'est que finalement, est-ce que ces écoles auraient pas aussi un rôle de booster où elles pousseraient finalement les clubs et organisateurs d'événements à se staffer sur des métiers qui sont aujourd'hui sous-estimés, pas du tout envisagés ou pas encore très considérés, structurés au sein des clubs. Est-ce que ce ne serait pas le rôle des écoles aujourd'hui de se dire maintenant on fait sortir de la matière grise des étudiants avec des compétences directement rattachées au sport
est-ce que finalement ce ne serait pas vous qui pousserait les clubs à se dire ok, on a besoin de se structurer parce qu'il y a du monde qui tape à la porte et qui ont des compétences dont on a potentiellement besoin que l'on n'a pas encore développées chez nous? Très clairement, déjà, la concurrence, ça a du bon. C'est de se dire, plus il y a de la concurrence et plus on va avoir des niveaux différents aussi parmi les candidats et qui va amener là aussi les entreprises à faire de la sélection, à faire du choix et à les monter aussi en compétences au travers des profils qu'elles pourront choisir. Et après, c'est aussi un moyen, justement, effectivement, comme tu le dis, d'aider les entreprises à se développer. Aujourd'hui, quand on parle sport professionnel, ça arrive très souvent qu'on entende des entreprises, aussi bien placées soient-elles, ou des clubs qui n'ont pas de CRM ou autre, et toutes ces compétences que nos étudiants pourraient apporter en entreprise au travers des expériences précédentes qu'ils auraient pu avoir, eh bien, va permettre aussi, là aussi, à l'entreprise de se structurer, de se staffer, et d'évoluer. Parce que ça, c'est très clairement quelque chose que l'on constate. Il y a plein de postes qui se créent par un stage, par une alternance et par une première expérience qui n'était pas forcément significative de base. Et là où l'étudiant va amener quelque chose, c'est là où l'étudiant justement va apporter un plus par rapport au poste qui lui était proposé de base, va être force de proposition, va amener un projet et va amener l'entreprise à se réfléchir, à se dire, mais au final, cet étudiant, il peut nous apporter bien plus que son rôle d'alternant. On peut évoluer avec lui, le faire évoluer et ainsi être sur une relation gagnante, ouais, totalement. Dans le secteur du sport business, est-ce que l'on ne serait pas dans une tendance au recrutement de profils plus généralistes? Là où autrefois, en fait, il était spécifiquement essentiel de montrer son intérêt pour le club dans son CV, de montrer qu'on était fan du sport en question et de marquer vraiment cette identité sport dans notre candidature. Ouais, c'est vrai qu'au final, le marché du sport, c'est un marché qui est très compliqué parce qu'on y va avant tout pour la passion. Et moi, la première des choses que je dis aux étudiants, c'est que la passion, c'est pas un métier. Et ça fait de nombreuses années, effectivement, qu'on entend les professionnels du sport qui disent « Mais moi, je veux pas un passionné, je veux un professionnel ». J'ai toujours l'image, et je trouvais ça super maladroit parce qu'il l'a fait dans le mauvais club, mais de l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui disait « Moi, à l'Olympique de Marseille, j'ai trop de passionnés ». L'idée était là, bien qu'elle était maladroite dans la manière de l'exprimer, c'est qu'on cherche avant tout des personnes compétentes, qui ont des compétences métiers, qui ont des connaissances marché. Derrière, la passion, c'est un plus, effectivement. Mais ça ne doit pas être l'essentiel. L'essentiel, ce sont les compétences métiers, ce sont les spécificités que l'étudiant peut apporter à l'entreprise, parce qu'au final, et j'ose espérer, aujourd'hui en France, on est plus de 50 millions de passionnés de sport pour différentes raisons, ce n'est pas ce qui nous distingue. D'accord. Donc moi, c'est vrai que je dis toujours aux étudiants de travailler sur ce qui les distingue plutôt que sur ce qui les assimile. Et très clairement, la passion, c'est quelque chose qui nous assimile et non qui nous distingue. On s'est croisés, toi et moi, il y a quelques semaines dans les locaux de PPA où nous sommes aujourd'hui, et on a eu une discussion super intéressante sur laquelle j'aimerais que l'on revienne. On discutait du sujet qu'on vient d'aborder juste avant, à savoir la tendance au recrutement de profils plus généraux et plus uniquement centrés sur le sport. Mais toi, en tant qu'expert du recrutement aujourd'hui au sein des écoles et largement dans le sport business de façon générale, tu m'indiquais que les clubs étaient pas forcément cohérents dans leur démarche, puisque quand ils avaient des candidatures avec un CV où il n'était pas mentionné de sport, ces profils-là étaient souvent pas sélectionnés. Ouais, c'est vrai que c'est paradoxal au final, c'est qu'on vient de se dire que les entreprises recrutaient avant tout pour les compétences et quand un profil égal, on propose un CV avec une expérience significative en dehors du sport, une expérience similaire ou moindre dans l'univers du sport, eh bien l'entreprise va quand même se pencher sur l'étudiant qui a une expérience dans l'univers du sport. Au final, la conclusion que je peux en tirer, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a les compétences et la connaissance marché. Et la connaissance marché, ce n'est pas de la passion, d'accord? C'est de la connaissance business de sa passion, d'accord? Et ça, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est deux paramètres qui sont à prendre en compte. Dans un premier temps, les compétences et derrière, la connaissance marché. Et je rebondis sur la question de tout à l'heure, c'est là aussi où il est important d'avoir des écoles qui forment dans cet univers-là, parce que du coup, on doit apporter ces compétences que l'on peut acquérir dans des formations générales, mais également cette connaissance marché qui est un aspect primordial dans le recrutement pour les professionnels et pour nos étudiants. Il y a quelques semaines, une personne est venue me solliciter sur mon profil LinkedIn en m'envoyant un message
en me demandant justement qu'est-ce que j'avais pensé de ma formation issue d'une école du sport business. C'était en fait une dame qui m'expliquait que sa fille voulait intégrer une école du sport business et en fait elle voulait avoir des retours sur ma propre expérience. Et je pense qu'elle a fait la même chose avec d'autres anciens étudiants. Quels conseils tu pourrais apporter aux parents ou aux étudiants qui réfléchissent à travailler dans le sport business et notamment intégrer une école du sport? Bah, déjà, en tout cas, c'est compliqué. Je suis content de ne pas encore en être là avec mes enfants, mais effectivement, je pense que c'est un choix qui est très compliqué. Déjà, la démarche de cette personne est très intéressante. C'est aussi d'aller se renseigner sur la base, c'est-à-dire les étudiants et les anciens étudiants. Effectivement, au final, c'est une démarche qui malgré tout est commerciale, puisque l'école a un coût. Quand on va acheter un produit, on va regarder les avis. Ce qu'a fait cette personne-là, déjà, je trouve ça super intéressant, puisque la base, ça doit être la satisfaction étudiante. Derrière, il doit y avoir l'embauche, d'accord. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Je pense que le plus important, c'est que l'étudiant fasse lui-même la démarche aussi d'aller rencontrer ces différents acteurs, pose les bonnes questions. Alors attention aussi à ce que ce ne soit pas le parent qui fasse à la place de l'enfant, parce que c'est le projet de l'enfant, donc il faut faire ça de pair. C'est vraiment regarder justement tout ce qui est projet, tout ce qui est embauche derrière, tout ce qui est satisfaction. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et puis après, c'est triste à dire, mais il y a aussi l'aspect financier, c'est-à-dire que maintenant, le coût des études en fonction des formations n'est pas le même et on n'a pas toujours la capacité à financer ses études. Et c'est là où le biais de l'alternance est un aspect intéressant, c'est de se dire, eh bien, je peux me donner les moyens d'atteindre mes objectifs au travers de l'alternance, ce que je n'aurais pas pu si j'étais sur une formation en initiale où j'aurais dû payer mes frais de formation. Donc voilà, ça aussi c'est un paramètre qui est à prendre en compte si vous n'allez pas sur une filière universitaire notamment, eh bien il y a ce paramètre qui rentre en jeu. Ouais. Et est-ce que cela veut dire que si j'obtiens mon diplôme master ou autre dans une école sport business, je vais obligatoirement travailler derrière dans une industrie du sport? C'est l'objectif, mais après on se rend compte que les projets des étudiants peuvent changer aussi. Votre projet d'aujourd'hui n'est pas forcément celui de demain. Il y a un autre paramètre aussi qui est à prendre en compte sur lequel je reviendrai. Mais comme je disais, l'important c'est les compétences. Si vous développez des compétences derrière, eh bien vous allez pouvoir l'appliquer dans n'importe quel univers. D'accord. Donc, dans le choix que vous allez faire, il y a aussi le choix du diplôme. Comme je le disais, nous, au sein de PPA Sport, on a le parti pris d'avoir un diplôme qui est général, qui permet au final d'ouvrir le champ des possibles. Moi, très souvent, j'ai des parents qui viennent me voir ou des étudiants même qui ont cette réflexion, c'est oui, mais si je viens ici, j'ai peur de m'enfermer à un marché. J'ai envie de dire non, au final, vous avez la possibilité de vous ouvrir les portes puisque vous avez un diplôme général, mais c'est aussi vous donner le moyen de faire des études qui sont en lien avec votre passion. Et moi, à titre personnel, par exemple, j'étais pas un profil super académique, j'avais toujours envie de bouger, d'être sur le terrain, etc. Et me retrouver en salle de cours, des fois, c'était compliqué. Et de se dire, au final, on rattache ses études à quelque chose que l'on aime, c'est quelque chose qui est super passionnant. Faut voir au-delà du diplôme, au final. Parce que le diplôme, ça restera qu'un morceau de papier qui va vous aider, mais c'est de voir aussi comment vous allez pouvoir vous plaire dans la formation dans laquelle vous allez être. Donc forcément, ça fait partie aussi de ce choix-là. Et au-delà de ça, c'est la partie cachée de l'iceberg parce qu'il y a plein de secteurs ou d'autres types de structures qui travaillent dans l'univers du sport. On est le parfait exemple et des fois sur des entreprises sur lesquelles les étudiants ne souhaiteraient pas forcément aller. Ah, je ne veux pas faire de la vente, je ne veux pas faire du retail, je ne veux pas faire du commerce, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de fonctions qui sont avant tout commerciales. On peut passer par l'univers de la vente et d'avoir des fonctions support par la suite parce que c'est une étape primordiale. Moi, je pense à d'autres entreprises aussi. Je vais faire un petit peu de pub, hein, on peut citer les marques, il n'y a pas de souci. Je pense à des entreprises comme Alltrix dans l'univers du vélo que des personnes connaissent maintenant au travers des Decathlon, mais qui sont des entreprises formidables, qui se développent énormément et que l'on ne connaît pas forcément quand on souhaite intégrer le marché du sport. Donc, c'est vrai qu'au final, l'objectif de l'étudiant, comme je disais tout à l'heure, il peut changer parce qu'il va apprendre à connaître ce marché-là et c'est aussi à ça que sert la formation. Et il y a un point important sur lequel je reviens par rapport au choix que l'on pouvait faire aussi tout à l'heure sur les étudiants qui souhaiteraient travailler dans l'univers du sport. Il y a la diplomation aussi.
Et la diplomation, aujourd'hui, généralement, on a 2 niveaux de diplomation. On a un bac plus 3 et un bac plus 5. Je pense qu'il est extrêmement important, quel que soit le choix de formation que fait un étudiant, c'est déjà d'y aller par étapes et d'aller choisir un premier niveau de diplôme pour se donner le choix derrière, soit de continuer, soit de bifurquer. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. On peut très bien se dire, je vais commencer sur une filière générale pour ensuite aller dans le sport ou vice-versa. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que là, en l'occurrence, la diplomation vous permettra de changer de chemin. Mais effectivement, aujourd'hui, si il y a énormément d'étudiants qui étaient dans l'univers du sport et qui ne travaillent plus forcément dans l'univers du sport. Et des fois, c'est même des passerelles, c'est-à-dire que on va travailler dans l'univers du sport auprès d'un partenaire qui n'est pas dans l'univers du sport et au final, on va se retrouver chez ce partenaire qui ne travaille pas dans le marché du sport. Donc là aussi, c'est un élément qui est intéressant à constater, ouais, totalement. Donc pour ceux qui ont des appréhensions, c'est pas forcément synonyme de s'enfermer dans le secteur du sport et de plus pouvoir rejaillir sur d'autres activités derrière. Non, totalement. Après, moi, je dis toujours ça aussi. Je dis, bon, déjà, des fois, ça m'arrive de contrevendre le secteur du sport. C'est-à-dire que je dis, si vous souhaitez travailler dans l'univers du sport, faut savoir que vous allez travailler aux horaires où vous ne travaillez pas habituellement. Pourquoi? Parce que quand est-ce que vous allez pratiquer du sport, quand est-ce que vous allez avoir un match ou autre, ben, c'est quand vous ne travaillez pas. Donc vous, en tant que professionnel du secteur du sport, vous allez travailler à des horaires où les gens ne travaillent pas. Et ça, c'est extrêmement important aussi. L'image du sport pendant longtemps en France était péjorative. Je pense beaucoup à la une de l'équipe qui a été faite il y a peu de temps de ce prof de PS qui rentre dans la salle de sport. Et moi je dis toujours aux étudiants, faites attention, en France on a toujours l'impression que le sport ça se fait qu'avec avec ses pieds et non avec son cerveau. Donc il faut être plus large aussi. J'ose espérer que cette image elle va changer et on en a besoin et c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels dans le secteur du sport et non simplement de passionnés, d'accord, mais qui fassent changer cette image-là, qui montre qu'au final, l'univers du sport peut apporter à n'importe quel univers. Moi, là, en dernière actualité en date, si on parle de la prolongation d'Mbappé, par exemple, je suis désolé de faire un point sur l'actu, mais quand on voit l'enjeu économique sur le fait qu'il y avait des présidents qui étaient là pour dire Mbappé de prolonger ou autre, etc., ça montre à quel point aujourd'hui l'univers du sport est important, il pèse économiquement et il peut apporter à la société. Et je pense que plus on aura justement d'étudiants, de professionnels qui feront peser ce poids-là du sport dans l'économie, plus aujourd'hui ça élargira le champ des horizons parce qu'on va se rendre compte qu'au final, le secteur du sport, il peut amener à plein de choses dans la société, aussi bien pour le sport que pendant d'autres secteurs. C'est vrai, tu l'as dit, c'est un gros vecteur de valeur positive et on se rend compte notamment avec le cas Mbappé, et même avant on l'avait déjà vu, mais l'impact et le poids politique que le sport représente dans les organisations politiques au niveau national, au niveau même parfois régional, même encore à moindre échelle. Donc c'est plus, je pense, à remettre en question. Ouais, je pense juste, si je peux me permettre, c'est important aussi que le secteur du sport parle par lui-même et non qu'on parle pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là encore, je prends l'exemple d'Mbappé, mais par rapport à Winamax ou par rapport aux sponsors ou autre, je trouve que c'est un athlète qui a une image qui est assez formidable et qui doit être importante pour l'univers du sport. C'est de se dire aujourd'hui que le sport doit parler pour le sport et non plus qu'on parle pour le sport, qu'on n'utilise pas le sport comme un simple vecteur de cohésion sociale ou autre et qu'aujourd'hui, les acteurs du sport au sens large du terme se monopolisent pour faire changer ce marché, pour le faire peser. Et moi, je suis plutôt optimiste parce que je l'ai vu notamment au travers les présidentielles, au travers les acteurs qui sont monopolisés pendant le Covid. Et je pense que toutes ces étapes compliquées que l'on a eues dans ce marché-là vont au contraire faire en sorte que le sport s'en sorte grandi et continue à se développer. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Ouais. On arrive à la dernière question de cet échange. Quelle est ta propre définition de la fan expérience ? Alors, pour moi, la fan expérience, c'est vraiment quelque chose je dirais qu'il y a un avant, pendant et après. Si on parle de soir de match, c'est le pendant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que l'on va amener le fan dans le stade, qu'est-ce qui va être fait pour qu'il vive une bonne expérience et que derrière il puisse encore la vivre après l'événement et qu'il puisse se sentir comme un fan au final et non simplement comme un client. Et je pense que c'est toute la complexité dans l'univers du sport, c'est de faire le parallèle entre spectateur,
fans, clients. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais c'est de faire en sorte de faire vivre une expérience avant, pendant et après qui soit adaptée à la typologie de l'acteur qui va venir, que ce soit un fan, un client ou un spectateur. Donc c'est vraiment de faire vivre une expérience unique et de la faire perdurer par la suite pour qu'elle continue derrière. Eh bien, merci Cédric. J'aurais aimé aussi que cet échange continue, mais je pense on est en termes de timing. J'essaye de faire des épisodes un peu plus courts parce qu'effectivement, plus c'est long aussi à écouter derrière. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet aujourd'hui. Et bah de même, Mathieu, un plaisir. Et puis de toute manière, je sais que nos échanges vont continuer par la suite et en espérant que que ça vous permettra de mieux vous projeter dans vos projets et dans vos objectifs professionnels. On l'espère et j'y crois bien. Merci beaucoup Cédric. Passe une bonne journée et puis au plaisir. Bonne journée à toi, Mathieu. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, ça veut dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.